Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui le test du Suzuki Jimny de 2019. Donc nous voilà partis pour le test de ce Jimny modèle 2019. Donc je tiens encore à remercier son propriétaire de m'avoir ramené ce véhicule afin que je puisse le tester. C'était super sympa de sa part. D'autant plus que ce Jimny, c'est pas un véhicule de luxe, mais il est rare. Si vous connaissez les Suzuki Jimny, eh bien vous devez savoir que c'est un modèle qui est en vente en France depuis très longtemps. Mais là, en 2019, ça a été présenté je crois en 2018 au Japon. Eh bien en 2019, c'était une des premières années de distribution de ce nouveau modèle complètement refait, restylé. On voit d'ailleurs qu'au niveau du style, il est bien plus anguleux et revient aux bases du 4x4. Ça ressemble un petit peu à une Jeep et ça ressemble aussi beaucoup au niveau du style à une Mercedes classe G. Et bien que ce soit, comme je vous l'ai dit, un modèle tout neuf qui vient juste de sortir, eh bien il est rare. Parce que il a été commercialisé en 2019 et ils l'ont arrêté de commercialisation également en 2019. Le problème en fait sur ce véhicule, c'est qu'il est motorisé par un moteur un peu ancien de conception, on dira. C'est un 4 cylindres en ligne de 1,5 litre de cylindrée, donc un truc relativement modeste. Sa puissance est donnée en fonction des fiches techniques entre 100 et 105 chevaux. Et le problème, c'est qu'il a des émissions de CO2 qui sont élevées pour un véhicule de cette catégorie. Ce qui fait que fin 2019, Suzuki a décidé d'arrêter de le distribuer en France et même dans plein d'autres pays européens à cause des malus en fonction du CO2. Là, si j'ai bien compris, avec la nouvelle norme qui va passer en 2021, ce véhicule serait soumis dans sa version à boîte automatique à entre 8 et 10 000 euros de malus, soit quasiment la moitié du prix du véhicule d'origine. Donc c'est juste impensable. Donc aujourd'hui, comme je vous dis, c'est vraiment une chance pour moi de pouvoir tester ce Jimny parce qu'il a été vraiment très peu diffusé. Et actuellement, si vous allez sur le site de Suzuki, eh bien vous verrez qu'il n'est même plus au catalogue. On attend de voir s'il y aura une nouvelle version avec un nouveau moteur ou peut-être une version hybride qui sera de nouveau distribuée en France. Donc comme je vous l'ai dit, au niveau du style, pour moi c'est vraiment une réussite. Ça reprend vraiment un look de baroudeur, très similaire à la Mercedes classe G, donc un gros 4x4. Là on est toujours sur un format assez compact comme l'étaient les autres Jimny. C'est un véhicule qui fait 3,60 m ou 70 de long si je me souviens bien. Le modèle qu'on me prête aujourd'hui, vous le voyez, en plus il a cette couleur un peu jaune vert fluo qui est assez sympa, même si c'est clairement une couleur que je n'affectionne pas d'habitude. Je trouve que ça est assez harmonieux avec ce design et ça change des couleurs un peu ternes qu'on a l'habitude de voir sur ce genre de 4x4, du gris, du noir, du vert un peu armé. Là c'est vraiment pétant, ça donne un côté un peu plus fun et jeune au véhicule. Il est aussi disponible dans d'autres coloris et il y a d'ailleurs un bleu assez pétant qui lui va aussi très bien, je trouve. Donc le véhicule que j'ai aujourd'hui en test, il est dans une finition intermédiaire chez Suzuki. Je ne sais plus le terme de cette finition, mais de mémoire, vous aviez, de par cette finition, les jantes en tôle qui reprennent vraiment un look de vrai 4x4 et non pas des jantes en aluminium qui font bien plus SUV que 4x4. Là, perso, j'aime beaucoup ce look baroudeur avec ces jantes de 15 pouces en tôle. On a également les sièges en simili-cuir ou cuir, j'avoue que je ne sais pas ce que c'est. Le propriétaire a rajouté quelques petits accessoires. On voit par exemple des espèces de déflecteurs au niveau des vitres qui sont siglés Jimny, c'est vraiment des options officielles. On a les tapis de sol qui sont également siglés Jimny et on a un tapis pour le coffre qui est également siglé Jimny. Moi, vous le savez, j'ai clairement pas l'habitude de rouler dans des véhicules assez hauts. Et là, pour le coup, on est vraiment dans une position de 4x4. Le véhicule est assez haut. On peut vraiment dire, lorsqu'on monte à bord, qu'on est monté parce que il y a une marche. Le truc, il est assez haut. Il est plus haut, je dirais, qu'un petit SUV. Là, on est véritablement sur un 4x4. Et donc, on voit bien que tout l'intérieur
Ça n'a pas été fait pour que ce soit joli ou spécialement confortable, tout a été fait pour que ce soit durable, facile à nettoyer et robuste. Tous les intérieurs sont en plastique, il n'y a pas de plastique moussé, c'est que du plastique dur. Le gros avantage de ce genre de plastique, c'est que ça se nettoie super facilement. Même lorsqu'on regarde le sol, on voit que la moquette, c'est pas une moquette très pelucheuse, hein, c'est vraiment un truc le plus fin possible. Une fois de plus, pour que ce soit facilement lavable, le soufflet au niveau de la boîte de vitesse, c'est un truc en caoutchouc. Franchement, ça faisait des années que j'avais pas vu ça sur un véhicule. D'ailleurs, vu que c'est un véritable 4x4, on a le levier de vitesse. D'ailleurs, c'est une boîte 5 vitesses manuelle. Et vous avez aussi le petit levier en dessous pour changer si vous êtes en 2 roues motrices, en 4 roues motrices, gamme longue ou gamme courte. Sur l'intérieur, le seul truc qui est au final en cuir, mis à part les sièges, c'est le volant. On a un volant tout à fait moderne, avec la possibilité de régler bien sûr tout ce qui est autoradio. On a un régulateur de vitesse, vous avez même un petit boîtier pour tout ce qui est Bluetooth. Tout est relié à l'autoradio qui est dans la console centrale. Aujourd'hui, on est, comme je vous l'ai dit, sur la finition intermédiaire et donc on a un autoradio qui ne fait pas GPS, c'est vraiment juste pour la musique. Et il est possible d'avoir dans la finition la plus haut de gamme un GPS qui se prend place à l'endroit où il y a l'autoradio actuellement. Au niveau du tableau de bord, ce que j'aime beaucoup également, c'est que tous les compteurs, tout ça, c'est un peu à l'ancienne. On a 2 gros compteurs à aiguille. En plus, c'est avec un fond un peu orange. Ça ressemble vraiment à ce que vous auriez dans un truc des années 80 et c'est ce que j'adore, ce côté néo-rétro dans cette voiture. Au milieu, on a quand même un petit écran à rétroéclairage blanc qui est un peu plus moderne. Ça vous indique bien sûr l'heure, température extérieure, vous avez la jauge de carburant, vous pouvez faire défiler consommation moyenne, consommation instantanée. Vous avez d'afficher également la vitesse qui est autorisée sur la route que vous êtes en train d'emprunter. Vitesse moyenne, le temps depuis combien de temps vous êtes en train de conduire. Globalement, c'est assez complet, hein. On n'est pas avec un véhicule mal équipé. C'est plutôt pas mal. Au niveau de tout ce qui est électronique, donc on a la possibilité d'avoir la désactivation du cruise control. On peut aussi avoir une aide pour la descente qui permet au véhicule donc de garder une vitesse constante lors d'une forte pente. Vous avez aussi un système qui vous maintient dans la voie et on a aussi un radar pour la distance qui nous sépare de ceux qui sont devant. Donc malgré son aspect rustique, il y a quand même quelques trucs modernes. Et comme toute voiture moderne, on a bien sûr les vitres électriques, on a également les rétros réglables électriquement et les sièges sont chauffants. Ce que j'aime beaucoup dans cette voiture, justement dans son aspect rustique, c'est tout ce qui est climatisation. On est encore avec des commandes extrêmement simples. Vous avez juste 3 boutons qui se tournent afin de choisir la direction du flux d'air, la vitesse du ventilateur et si vous voulez chaud ou froid. C'est on ne peut plus simple et surtout l'avantage de ces gros boutons, c'est que c'est très facile à retrouver. Vous n'avez même pas besoin d'y jeter un coup d'œil, c'est instinctif, on retrouve les fonctions rapidement. Allez, j'accélère un petit peu, on sort de l'agglomération. Alors le moteur est un peu bruyant. Faut pas hésiter à monter dans les tours pour avoir un minimum d'accélération. On sent qu'en plus la boîte de vitesse est un peu courte parce que là je suis monté à environ 90 et je suis déjà à 3000 tours en 5e. La boîte de vitesse, comme sur la plupart des japonaises, est vraiment super. Il n'y a rien de spécial à en dire, elle est très fluide, elle craque pas, il n'y a pas besoin de mettre d'effort dessus, c'est plutôt bien. Le seul souci, c'est qu'il n'y a que 5 vitesses. Une 6e n'aurait pas été de trop. Là vous voyez, j'essaie de reprendre de la vitesse. Malgré que le véhicule ne soit pas très lourd, on est à moins d'une tonne 100, eh bien il faut quand même monter dans les tours. Ce petit 1,5 litre est un peu faiblard, on dira, pour cette voiture. Un détail que j'aime beaucoup sur le tableau de bord, comme je vous ai dit, tout a été fait pour être durable et on a carrément les vis qui sont apparentes afin que certains panneaux soient démontables très facilement si nécessaire. On a aussi une grosse poignée qui permet de se maintenir. Perso, je trouve ça vraiment sympa.
La boîte à gants, par contre, elle est assez petite. De toute façon, vous le verrez, dans l'ensemble du véhicule, il y a très peu de rangement. On a la boîte à gants, on a des petits vides-poches dans chaque porte. À l'arrière, il n'y a absolument aucun rangement. Et le coffre est ridiculement petit si jamais vous gardez les deux places arrière. Le seul moyen d'avoir un coffre à peu près décent, c'est de rabattre les deux sièges arrière, ce qui donne d'ailleurs un fond quasiment plat. Et là, vous avez une capacité de bagage qui est intéressante. Bon les amis, comme d'habitude, je vais essayer de faire un test d'accélération. Donc je vais essayer de faire un 0 à 100 sur cette route. Donc je rappelle qu'on est sur un 4 cylindres en ligne d'1,5 litre qui fait une centaine de chevaux pour 1 tonne 100 pour le véhicule. Allez, on est parti. Let's go. Donc je passe mes vitesses à 6000 tours. On sent que ça fait quand même beaucoup de bruit. J'arrive à 80, 90 et 100. Et maintenant, je freine. Alors le frein, il va falloir que je le reteste, mais il a l'air d'être plutôt performant. Donc vous avez pu voir que je suis arrivé à 100 km/h en troisième. Ici, on va tenter un petit demi-tour. Donc on va voir si l'espace est suffisant, si l'angle de braquage n'est pas trop énorme. C'est une petite voiture, donc ça devrait quand même être bien adapté. Alors voyons si j'arrive à... Ouais, vous voyez, donc j'arrive à faire demi-tour sans sortir de la route. J'ai pas besoin de faire de marche arrière. Donc ça braque comme une bonne petite citadine. On est reparti pour une accélération. Je vais pas forcément remonter jusqu'à 100. Et là, je vais me concentrer sur le freinage. Allez, let's go. Donc bien sûr, actuellement, je suis sur le mode 2 roues motrices. Allez, maintenant, je ralentis. Alors... le freinage, il est en demi-teinte. Parce qu'en fait, on a une très bonne attaque au début du freinage. La sensation est géniale, on sent que ça ralentisse bien. Mais le problème, c'est que lorsque vous voulez donner vraiment plus de frein, quand vous essayez de mettre du poids sur la pédale, eh bien, il n'y a pas plus de mordant ni de vraie décélération en appuyant fort sur le frein. Et c'est assez dommage. Bon, le ressenti donc dans une utilisation tout à fait normale est très bon parce qu'on a vraiment du mordant dès le départ sans que ce soit trop brutal. Par contre, sur des très gros freinages, ça va vite montrer ses limites. Alors dans ce rond-point, comment ça se comporte ? Bah forcément, c'est un 4x4, donc on a un petit peu de roulis, mais ça tient quand même plutôt bien la route. La sensation qu'on a au volant est assez bonne, bien qu'il y ait un minimum de flou de par la hauteur du véhicule, forcément. Là, par exemple, je suis derrière un 2008 et clairement, j'ai l'impression d'être bien plus haut que lui. Hein. Donc, ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Dans ce Jimny, on a une position quand même plus haute que sur un SUV qui aurait la même taille. Parce qu'il est toujours assez dommage, je trouve, quand on a un véhicule comme ça qui est assez haut, c'est que bien que ça donne une impression de sécurité, ça annihile absolument la sensation de vitesse. Ce qui fait que dans les zones où c'est limité à 30 ou 50, j'ai parfois en fait la surprise, lorsque je regarde le compteur, de m'apercevoir que je roule déjà au-delà de la limite sans m'en apercevoir. Parce que on a vraiment l'impression de se traîner à cause de la hauteur. Lorsque j'avance à très bas régime, là vous voyez je suis à moins de 1000 tours, le moteur est quasiment inaudible. Par contre, dès que j'accélère un peu, tout de suite le bruit devient beaucoup plus présent. Je suis assez surpris quand même du niveau sonore, hein. C'est pas très bien insonorisé, d'autant que la sonorité du moteur ou de l'échappement n'est clairement pas intéressante. C'est juste un bruit mécanique tout à fait standard. Pour l'instant, je suis assez surpris de la facilité à prendre les infos sur ce qui se passe autour de nous. La visibilité est quand même assez bonne. On a des surfaces vitrées qui sont pour la plupart assez plates et carrées, même si quand on regarde bien, on voit par exemple que le pare-brise n'est pas complètement plat, il est un petit peu bombé. La prise d'info est très facile. Le seul petit bémol, c'est la prise d'info vers l'arrière, parce qu'on a la roue de secours qui est donc attachée sur la porte arrière, qui nous prend quand même pas mal d'espace dans notre champ de vision lorsqu'on regarde dans le rétroviseur intérieur. Heureusement, les deux rétros extérieurs, eux, sont très bien placés, assez larges. Je vois parfaitement bien ce qui se passe derrière.
En fait, clairement, ce qui manque à ce moteur, c'est un petit turbo. Parce que avec un moteur de la même cylindrée, voire même d'une cylindrée inférieure, avec un turbo, on aurait du couple à bien plus bas régime. Et clairement, ce serait beaucoup plus efficace, beaucoup plus agréable. Et peut-être même qu'au niveau des émissions de CO2, ce serait meilleur. Donc clairement, je pense que Suzuki, ils doivent absolument revoir leur moteur. De toute façon, actuellement, comme je vous l'ai dit, ce véhicule n'est même plus distribué en France. Là, je suis en côte, hein, et même en mettant pied au plancher, la voiture a quand même du mal à reprendre de la vitesse si je reste à bas régime. Il faut absolument le cravacher dans les tours, ce qui n'est pas très agréable, il faut l'avouer. Ce moteur, il me fait un peu penser au moteur 1,6 litre qu'il y avait dans la Wind que j'ai testé. C'est-à-dire un moteur qui est atmosphérique, une cylindrée modeste, une puissance modeste également, et qui demande tout le temps à être cravaché dans les tours. Et c'est ça qui nuit complètement aux normes de CO2. On est tout le temps obligé de taper dans le moteur, ça fait qu'on consomme à mort. La voiture, bien sûr, vous affiche la consommation instantanée et moyenne. La conso moyenne, elle est établie à 8 litres au 100. C'est quand même élevé, hein. Alors là, j'arrive sur une route pavée. Les suspensions renvoient un petit peu, forcément, les tremblements, mais ça va, il n'y a pas non plus trop de bruit à ce niveau-là. De toute façon, on peut voir que c'est un véhicule qui a quand même des suspensions avec un débattement assez important. C'est un véritable 4x4, donc on se doute que c'est fait pour amortir un petit peu quand même. Alors, j'arrive sur un Dodan, voyons comment ça se comporte. Je le prends bien sûr à 30 km/h. C'est pas hyper confortable. Je vais essayer de prendre le suivant à 40 pour voir s'il y a une différence. Ouais, c'est un peu ferme. Je m'attendais à un truc un peu plus mou. C'est pas hyper confort parce que les suspensions vous secouent un petit peu et en même temps les sièges n'ont pas comment dire, une capacité d'absorption qui vous permettrait d'être confortablement assis. Là on a vraiment l'impression d'être un peu brinque-ballé. Et d'ailleurs, les sièges, j'en ai assez peu parlé, mais leur défaut aussi, c'est qu'ils sont assez étroits et ils n'ont pas du tout de renfort sur les côtés. Donc, si vous prenez un virage un peu vite, on est tout de suite ballotté d'un côté à l'autre. On devrait pouvoir vérifier ça très rapidement vu que j'arrive dans une succession de virages. Ouais, tout de suite, dès le premier virage, hein, je me sens décalé vers la vitre. Bon, par contre, la tenue de route est quand même assez bonne, hein. Là, clairement, je cruise totalement et j'arrive à suivre les autres sans aucune difficulté. On n'a pas ce sentiment, comme avec certains 4x4 très haut perché, que on va perdre la direction et que ça va basculer. Je suis assez surpris en fait par la tenue de route. C'est pas une voiture de sport, loin de là, mais on peut rouler un peu vite avec sans se faire peur. On va pas, comme je le disais, avoir la sensation de se retourner, quoi. Là, on va aller faire un petit tour sur l'autoroute. Donc pour m'engager, hein, je suis pied au plancher. J'arrive à 100 km/h. Donc là, je suis à 110 sur l'autoroute. Je suis stabilisé à 3400, 3500 tours. Le bruit du moteur est clairement présent dans l'habitacle, hein. On n'entend que ça. Et je ne suis qu'à 110, je ne suis pas à 130. Hein. En plus, vu qu'on est assez haut, eh bien, il y a du vent aujourd'hui. La voiture, elle est un peu secouée lors des grosses rafales. Il faut bien tenir le volant. On sent clairement que c'est pas une voiture qui a été conçue pour rouler à haute vitesse pendant très longtemps. Elle est capable de le faire. Hein. Si vous avez envie de faire un Paris-Marseille par l'autoroute à 130, il n'y a pas de problème. La voiture sera capable de le faire. Mais ce ne sera pas agréable. Bon, malheureusement, je suis pris dans un bouchon, je vais être obligé de faire la conclusion de cette vidéo ici. Je pense que j'ai quand même pu tester l'essentiel des caractéristiques de cette voiture.
Bien sûr, je n'ai pas testé ses capacités tout-terrain, tout simplement parce que je n'ai jamais fait de tout-terrain de ma vie et je ne vais pas risquer d'abîmer cette voiture qui est, je le rappelle, une rareté car sa diffusion est déjà arrêtée en France. J'ai été surpris, vous l'avez vu, par le moteur que je trouve assez, comment dire, mal étudié pour un 4x4 comme celui-ci. Si vous voulez vraiment faire du franchissement, vous aimez les véhicules qui ont du couple à bas régime, donc soit une très grosse cylindrée, soit un moteur avec un turbo qui se déclenche pareil à bas régime. Là, on n'a ni l'un ni l'autre, c'est une moyenne cylindrée qui monte pas mal dans les tours, le moteur est pas vraiment en adéquation avec la voiture. Mis à part ça, j'aime énormément le style de ce 4x4. On a la possibilité de rouler à 4 personnes. C'est pas une 5 places, c'est bien une 4 places. D'ailleurs, j'ai essayé de me mettre en la place arrière. L'accessibilité n'a rien de très compliqué. Par contre, le truc qui surprend, c'est justement que ce n'est pas une 5 places, mais bien une 4 places. Donc quand on se met à l'arrière, on a une position un peu décentrée vers le milieu, parce qu'il y a des espèces de... je vais dire de renfoncement qui laisse place aux roues et ça fait une espèce de vide de chaque côté qui est surprenant mais pas spécialement gênant. On a une garde au toit qui est largement suffisante pour que même les plus grands puissent monter à l'avant comme à l'arrière. Mais là où ça va être difficile, c'est si vous voulez mettre 4 adultes plus des bagages. Parce qu'en gros, c'est soit vous avez des places arrière, soit vous avez un coffre, mais vous n'aurez pas les deux. Là, il faut faire un choix. Mais pour une utilisation en ville, la plupart du temps, les gens sont seuls dans la voiture, donc 2 places plus un coffre, c'est largement suffisant, et 4 places de temps en temps, une fois de plus, ça le fait. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais dire sur ce Jimny modèle 2019. Je remercie encore le propriétaire de cette voiture, de cette déplacée, pour me la faire tester. C'était très sympa de sa part. Je reprécise d'ailleurs que l'ensemble des tests sur ma chaîne sont toujours réalisés avec des véhicules que mes abonnés me prêtent. Donc si vous disposez d'une voiture, d'une moto, d'un scooter, peu importe, et si vous aimeriez bien sûr que j'en fasse le test en vidéo, eh bien contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que moi, je me trouve en Normandie, dans la région de Rouen. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, abonnez-vous si ça vous a plu, et on se retrouvera très bientôt pour un nouveau test. Allez, bye à tous. Donc à ceux qui se demanderaient pourquoi j'ai pas d'appui-tête sur le siège passager, c'est tout simplement parce que je l'ai démonté afin que la caméra à l'arrière ait un meilleur champ de vision. Et pareil, les sièges à l'arrière ont été rabattus afin que j'ai un meilleur champ de vision et plus de luminosité pour les caméras.